BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Notre face-à-face du jour accueille en plateau Philippe Béchat. Bonjour Philippe. Bonjour Cédric. La Bourse au quotidien et en ligne avec nous depuis UBS, la maison de gestion, Sébastien Corchia. Bonjour Sébastien. Bonjour Cédric. Merci d'être présent ce matin également avec nous. Est-ce que les marchés, on les voit regrimper depuis quelques jours, si on accepte peut-être le trou d'air d'il y a quelques heures, le CAC qui n'est plus si loin des 5000 points, 4940. On est trop optimiste sur le profil de la reprise, Sébastien ? On est probablement un petit peu trop optimiste déjà sur le profil de la reprise, même si reprise pour l'instant il y a, c'est normal, mais c'est plutôt sur l'intensité, c'est-à-dire que cette reprise, elle va prendre du temps, elle va pas forcément être linéaire. Or là, les marchés font preuve quand même d'une certaine complaisance, voire d'une forme d'immunité, puisqu'ils éliminent toutes les mauvaises nouvelles, quels que soient les côtés de l'Atlantique, mais surtout aux États-Unis, et ils vivent d'espoir en fait, c'est-à-dire que pour eux, leur alphabet, c'est un alphabet qui est assez limité, c'est la lettre V, et puis ce sont les lettres Fed et BCE. Alors leur postulat de base, c'est de dire plus l'Europe se déconfine, plus on va dans ce V, donc autant le jouer, et vous le voyez en fait tout simplement avec des valeurs ou des secteurs comme les loisirs, les compagnies aériennes, les centres commerciaux et autres qui ont énormément progressé, alors même que pour l'instant on ne fait pas décoller d'avions ou très peu, et on ne remplit pas de chambres d'hôtel. C'est le propre de la bourse naturellement de l'anticiper, mais elle l'anticipe en fait, j'allais dire, peu importe les prévisions économiques, les prévisions de bénéfices. On verra ça dans un second temps. Et puis second postulat, c'est finalement rien de grave peut arriver parce que la Banque centrale européenne, on parlera des États-Unis plus tard, mais la Banque centrale européenne est là. On espère qu'elle va mettre encore plus d'argent. Elle va passer de 750 milliards à 1000 milliards. Au passage, si on met plus d'argent, ça veut dire qu'on imagine que cette reprise en V va avoir du mal à débuter. Sinon, on n'en mettrait pas. Donc, vous voyez, et puis je pourrais rajouter aussi des plans de relance, qui soient régionaux, c'est-à-dire européens ou nationaux comme allemands. Aucun des deux, au passage, pour l'instant, n'est voté, et on sait très très bien que ça grippe un petit peu. Donc c'est pour ça que je vous disais, espoir, complaisance, immunité, c'est le propre à la bourse d'anticiper. On oublie aussi quand même peut-être un petit peu que le chemin sera long et qu'il y a une chose en bourse qui est importante, c'est la valorisation. Elle commence à être sérieusement tendue quand même. On va y revenir sur ces plans de relance qui suivent finalement les plans de soutien. Philippe, quand on entend un peu Sébastien, on se dit on est plus dans le constat que dans l'extrapolation sur les marchés ? Là, je dirais que le marché, il est surtout dans la contrainte, presque la contrainte pure, c'est-à-dire que les banques centrales créent des liquidités d'un clic de souris par milliers de milliards, et entre le moment où on clique sur plus 500, plus 1000 milliards, plus 1500 milliards, et l'arrivée sur les marchés, ça prend assez peu de temps finalement. Depuis maintenant 15 jours, le CAC 40 vient de prendre par exemple 600 points. Et alors avec une façon de grimper par bonds successifs, 8 séances de hausse consécutives, dont 7 avec un gap d'ouverture. C'est-à-dire que l'argent arrive aussi pendant la nuit. D'ailleurs, il arrive beaucoup pendant la nuit. D'ailleurs, aux États-Unis, durant tout le mois de mai, d'ailleurs, l'argent n'est arrivé que durant la nuit, puisque 100% de la hausse du S&P s'est faite la nuit, avec les gaps d'ouverture. Le CAC 40 qui aligne 7 gaps d'ouverture, je le signale pour ceux que ça intéresse, c'est une première historique. Jamais un marché n'a fonctionné de la sorte. Jamais le CAC 40 n'a ouvert 7 gaps haussiers consécutivement. Donc il n'y a pas de question de constat, d'extrapolation, de reprise trop linéaire ou autre, c'est juste... C'est de la liquidité qui arrive et qui s'investit. Donc pour vous, il n'y a pas de reprise ? Aucune. Et je vais même... Il n'y a pas d'alphabet ? Alors peut-être le L, parce que forcément on va avoir une reprise qui va être effectivement lente. La Fed d'Atlanta par exemple, elle est quand même bien placée pour savoir que la Fed injecte de l'argent, je pense.
la Fed d'Atlanta, estime que entre 36 et 42% des salariés qui ont perdu leur emploi, là, pendant la crise, ne le retrouveront pas d'ici la fin de l'année. Y compris l'argent que la Fed injecte. Donc la Fed est déjà la première à savoir que l'argent qu'elle injecte ne va pas soutenir l'emploi, relancer l'économie, ni rien. On sait que cet argent va directement dans les actifs financiers. Or, je ne vois pas aujourd'hui pourquoi je prendrais le risque d'investir dans une économie où je sais qu'il y aura moins de salariés, donc moins d'argent, moins de personnes et moins d'argent pour acheter mes produits, alors que dans l'économie virtuelle, les banques centrales rajoutent de la liquidité que ceux qui aujourd'hui, enfin, ils ont un titre de gérant, mais ils sont juste des allocataires d'actifs, ils voient arriver de l'argent et il faut qu'ils le mettent quelque part. Comme ils ne peuvent pas le mettre là où l'argent rapporte zéro, ils le mettent là où l'argent est sur un véritable funiculaire haussier. Sébastien, vous disiez un mot sur les plans de relance qui suivent maintenant les plans de soutien qui ont été là au cœur de la crise sanitaire. Comment les voir? Vous rappeliez au détour d'une phrase que effectivement on a une mobilisation par exemple franco-allemande mais qui n'est pas encore votée. On a certes une volonté de la Commission européenne de plutôt prendre la roue de Paris et de Berlin, mais avec en face l'opposition de certains États qui comptent pas forcément pour du beurre. Comment est-ce que vous voyez les choses, les perspectives justement dans ce cadre-là? On sait très bien que pour l'Europe, on y arrivera quoi qu'il arrive. C'est juste une question de négociation et de temps. Malheureusement, c'est du temps qui coûte cher parce que c'est du temps par rapport à des entreprises. Parfois, la façon de s'en sortir passe par une crise politique. Pour le moment, elle était évitée. Elle est en gestation, elle est évitée et on arrivera, l'intérêt national et supranational prévaudra sûrement. Mais pour le coup, il faut quand même aller vite parce que les marchés, sur ces déclarations de plans, anticipent des choses. Tant que les plans ne sont pas votés, l'argent n'est pas dans l'économie réelle. Et c'est valable aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, ça va beaucoup plus vite. Mais on se rend compte quand même d'une chose aux États-Unis, c'est que le canal de transmission entre l'État fédéral et, je dirais, la petite entreprise du coin de la rue, via les banques, passe pas si bien que ça. Et beaucoup de banques, beaucoup d'entreprises sont pas servies, ce qui pose un problème sur le retour à l'emploi, ce qui pose un problème sur les faillites. Et on a finalement, il y a quelques journaux importants qui viennent de titrer ce fossé entre Wall Street et Main Street. Et vous comprenez un petit peu mieux que si ces plans qui sont annoncés peuvent profiter au marché avec un X et marché avec un S, ils profitent moins aux populations et on comprend un peu mieux des tensions, même si leur origine ne sont pas dans ces mouvements économiques, mais de tensions de rue. Jérôme Powell, pour revenir sur le sujet des États-Unis, Jérôme Powell le disait lui-même que cette crise, il fallait la combattre très très vite parce que en fait, elle touchait et c'est pareil en Europe, elle touchait les ménages les plus fragiles, les emplois les moins rémunérés et qu'elle creusait une inégalité sociale qui était déjà extrêmement importante. Donc il faut que ces politiques économiques, des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs, se transmettent plus rapidement que ça. Parce que pour l'instant, sinon, c'est Wall Street contre Main Street ou bien c'est l'Eurostoxx contre, je dirais, les PME du coin de la rue. Quand vous dites plus rapidement que ça, c'est-à-dire que on a vu par exemple pour le cas français le plan de l'auto, on nous annonce un plan pour l'aéronautique, mais que la relance ne viendrait ou ne viendra qu'en septembre, c'est trop tard, septembre ? En tout cas, si ce n'est pas trop tard, ça se verra naturellement soit dans les faillites, soit dans les chiffres du chômage, soit dans les perspectives de bénéfices qui ne seront pas au rendez-vous tel que les marchés sont en train de l'imaginer. Parce que là, qu'est-ce qu'ils disent les marchés? Ils disent 2020, on l'a mis à la poubelle depuis longtemps, on raisonne sur 2021, on fait l'hypothèse que les bénéfices fin 2021 seront
à l'identique ou au niveau de ceux de 2019, ce qui pose une hypothèse de linéarité, que tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est toute chose égale par ailleurs. Parce que toute chose égale par ailleurs, c'est justement, il faut qu'il y ait une bonne transmission entre la politique, l'économie, voilà. Sinon il y aura un moment ou à un autre un ajustement des marchés en disant on est allé trop vite. Ouais. Et force est de constater qu'ils vont un petit peu trop vite. Alors, et d'ailleurs, ces marchés, ils n'y croient que depuis peu de temps, parce que si vous regardez bien, ils ont progressé depuis 10 à 12 semaines. Hein. Philippe citait des chiffres, mais le Nasdaq, il a progressé de 43% en 10 semaines. En Europe, c'est des chiffres aussi importants. C'est très bien tout ça, mais pour l'instant, on ne voit pas véritablement, notamment dans les enquêtes PMI et autres. À court terme, il y a du rebond, mais quand vous prenez ces mêmes enquêtes, par exemple, à 12 mois, en projection à 12 mois, c'est sûrement pas les niveaux que les marchés anticipent. Donc il peut y avoir un moment, un réajustement.